Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 25e semaine de 2025, l'avis de l'Union revient sur la timidité diplomatique de l'UE sur le Moyen-Orient, sur la proposition d'interdiction totale d'importation de gaz russe, sur l'enquête à l'encontre d'AliExpress, sur l'adoption du texte sur le bien-être animal par le Parlement européen et sur l'association droite-extrême droite contre la société civile. Dans le club des 27, Emmanuel Macron s'est rendu au Groenland, le maire de Budapest veut maintenir la Pride, le rapport sur la panne espagnole a été publié et Ilie Boloyan est le nouveau Premier ministre roumain. Et chez nos chers voisins, Keir Starmer relance les enquêtes contre les grooming gangs et la Chambre des communes dépénalise l'avortement hors délai. Passons sans plus attendre à l'avis de l'Union. Diplomatie. Les limites de la diplomatie européenne sur le Moyen-Orient. Depuis le vendredi 13 juin, le monde entier est témoin de l'offensive menée par Israël en Iran, une offensive soi-disant préventive pour empêcher le programme nucléaire iranien d'aboutir, une offensive qui ne respecte en rien le droit international. Et sans surprise, l'Iran a répondu. Les échanges de missiles sont toujours en cours et se sont même soldés par des bombardements américains. Sur ce dossier, l'Union européenne prône le dialogue. L'UE suivait les États-Unis dans les négociations avec le régime iranien pour s'assurer que le programme nucléaire iranien reste dans les clous du droit international. L'offensive d'Israël a ruiné tous les efforts de négociation internationale. Dimanche 15 juin, Ursula von der Leyen était en contact avec Benjamin Netanyahou pour pousser Israël à cesser l'offensive. Le Premier ministre israélien a répondu que les négociations n'avaient aucune chance d'aboutir. La position de l'Union est de reprendre les négociations sur le nucléaire iranien. L'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni sont les plus fermes soutiens d'Israël sur la question du nucléaire iranien. Au G7, la présidente de la Commission a déclaré que la Commission était sur la même ligne qu'Israël concernant le fait que l'Iran ne devait pas avoir l'arme nucléaire. Sur la question des drones iraniens, elle veut regrouper les dossiers puisqu'ils frappent à la fois Israël et l'Ukraine. Sur le dossier gazaoui, Ursula von der Leyen est plus ferme. Elle veut une levée du blocus humanitaire. Benjamin Netanyahou a promis de le faire. La Commission exige des preuves de l'acheminement de l'aide européenne. Et au Parlement européen, c'était à la haute représentante pour les affaires étrangères et la sécurité commune, Kaja Kallas, qui a dû essuyer les plâtres lors de la plénière. Plusieurs députés européens, une douzaine, se sont succédés pour pointer du doigt la responsabilité de la Commission dans la crise humanitaire à Gaza. Kaja Kallas a dû donc encaisser les reproches de ne pas faire assez pression sur Israël pour mettre fin au blocus. La réalité est aussi que les 27 sont très divisés sur la question entre Viktor Orban, qui a annoncé sortir de la Cour pénale internationale le jour de la venue de Benjamin Netanyahou, la France, l'Allemagne et l'Italie, qui ont toujours été de grands soutiens à Israël. La difficulté vient aussi du Conseil, où les 27 doivent trouver des compromis à l'unanimité sur les questions diplomatiques. Ce qui rend la position de Kaja Kallas délicate, elle est impuissante tant que les 27 ne parlent pas d'une seule voix. Elle l'a d'ailleurs rappelé, elle ne propose pas de texte dont elle sait que les 27 ne seront pas unanimement d'accord pour éviter d'affaiblir la position de la Commission. Sur l'accord d'association UE-Israël, les positions semblent changer doucement. La France et l'Allemagne semblent ouvrir la porte à des discussions et 9 États membres ont signé une lettre pour interdire les produits issus de la colonisation israélienne. International, la Commission propose son texte d'interdiction d'importation totale de gaz russe. Mardi 17 juin, la Commission européenne présente le texte qui vise à aboutir à l'interdiction totale d'importer du gaz russe d'ici à 2027.
En 2024, le GNL russe représentait encore 20% des importations dans l'UE. En 2024, entre le gaz et le pétrole russe importé en Europe, les 27 ont encore dépensé près de 22 milliards d'euros, encore de quoi financer massivement la machine de guerre russe. L'objectif est de parvenir à l'interdiction des contrats dits spot de court terme à partir de juin 2026 et l'interdiction des contrats de longue durée d'ici fin 2027 pour le gaz acheminé par gazoduc. Petite exception, la Hongrie et la Slovaquie, qui n'ont fait aucun effort pour trouver d'alternatives, auront jusqu'au 1er janvier 2008 pour faire cesser les contrats de gaz russe. Pour les terminaux GNL européens, il sera interdit de recevoir du GNL russe ou d'entreprises affiliées à des opérateurs russes. Les nouveaux contrats seront interdits dès 2026 et la résiliation des contrats de long terme devra avoir lieu d'ici 2028. La Commission assure que les entreprises européennes ne devront pas payer de frais de résiliation puisque la législation leur interdira. C'est un cas de force majeure couvert par le droit des contrats. Même si l'Autriche met en garde sur l'augmentation des prix, la Commission européenne se veut rassurante. Le prix du gaz ne devrait pas augmenter puisque le volume de production du GNL mondial augmente et devrait même potentiellement faire baisser les prix. L'exécutif européen veut aussi renforcer la traçabilité du gaz pour éviter que du gaz russe ne se retrouve dans le réseau et propose une obligation pour les importateurs de certifier de la provenance du gaz. Le tout sera supervisé par l'Agence européenne pour la coopération des régulateurs d'énergie. Sans surprise, la Hongrie et la Slovaquie n'ont pas tardé à réagir malgré le fait que les autres États membres et la Commission ont consenti plusieurs fois à leur accorder des exceptions malgré le manque d'efforts pour trouver une alternative. La République tchèque, qui était dans la même situation, a réussi à se priver à 100% de gaz russe. Les deux États considèrent que la fin du gaz russe serait une menace pour leur souveraineté. Encore une fois, la Commission consent à rallonger le délai jusqu'à 2028, mais il est clair que la Hongrie et la Slovaquie jouent pour le Kremlin et n'ont aucune envie de se passer de gaz russe. Numérique. AliExpress dans le collimateur du DSA. Mercredi 18 juin, la Commission européenne annonce lancer une enquête à l'encontre d'AliExpress pour un manquement sur la réduction des risques concernant les produits illégaux sur sa plateforme. Cela couvre les contrefaçons, mais aussi les produits pour adultes. L'exécutif européen reproche à AliExpress son manque de modération et une défaillance du système de sanctions. En mars 2024, la Commission avait déjà lancé une enquête sur le mécanisme de signalement et de traitement des plaintes du marketplace d'AliExpress qui permet la vente d'objets par des individus et des entreprises tierces. AliExpress s'engage à surveiller et détecter les produits illégaux, y compris ceux diffusés par des liens cachés et des programmes d'affiliation, comme des médicaments ou des compléments alimentaires qui sont susceptibles de présenter un danger pour la santé. Ces engagements formulés par la plateforme de e-commerce chinoise l'engagent juridiquement. Si la Commission juge que la plateforme ne remplit pas ses engagements, elle pourra la sanctionner d'une amende qui pourra s'élever jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires mondial. Malgré tout, la Commission européenne souligne les discussions constructives qu'elle peut avoir avec la filiale d'Alibaba et a noté de nombreux progrès, notamment sur la transparence concernant la publicité, sur le système de traçabilité des vendeurs et sur l'accès à son algorithme par les chercheurs. Environnement. Le texte sur le bien-être animal adopté au Parlement européen. Jeudi 19 juin, le Parlement européen passait au vote le texte de la Commission concernant le bien-être animal. L'ambition du texte est de fixer un cadre minimum de protection pour tous les États membres et d'harmoniser la législation pour éviter de trop gros écarts d'un pays à l'autre. Le texte entend obliger les propriétaires à doter leurs animaux d'une puce sous-cutanée, ce qui est déjà une obligation dans la majorité des États membres et qui devra être enregistrée sur une base de données qui sera consultable partout dans l'UE, un moyen de combattre le trafic des animaux. Aussi, les mutilations seront interdites,
comme couper la queue ou les oreilles, ou encore l'utilisation de colliers coercitifs, comme les colliers étrangleurs, les colliers électriques ou les colliers à pointe. La consanguinité sera interdite sauf si une espèce locale est menacée. L'exposition dans les animaleries sera elle aussi proscrite. Le texte a fait l'objet d'un bras de fer entre la Commission environnement et la Commission agriculture du Parlement européen. La Commission environnement aurait voulu un texte plus ambitieux. On retrouve dans les exceptions des petits élevages, les chiens professionnels dans la police, l'armée ou les douanes, les chiens de chasse ou d'agriculteurs qui seront exonérés de ces règles. Initialement, les petits élevages exonérés étaient de 4 femelles à 3 portées par an. Le Parlement a réduit à 2 portées par an. 457 députés ont voté pour, 17 contre, pour 86 abstentions. Désormais, la négociation en trilogue avec la Commission et le Conseil pourront commencer afin de déboucher sur un texte définitif et qui passera par le Parlement européen une fois que le compromis sera trouvé. Même si le texte aurait pu être plus ambitieux, les associations de défense animale se réjouissent qu'un cadre juridique européen puisse enfin voir le jour prochainement. Parlement européen. La droite et l'extrême droite s'entendent pour enquêter sur les subventions européennes. Comme lors du vote pour le prix Sakharov, décerné à l'opposition vénézuélienne, ou sur le règlement sur l'interdiction d'importation des produits issus de la déforestation, la droite s'est encore une fois alliée à l'extrême droite au niveau européen. Cette fois, c'est dans la croisade du Parti populaire européen, la droite chrétienne démocrate européenne, contre les ONG environnementales, que les extrêmes droites se sont engouffrées. La demande de création d'un groupe de travail se base sur des déclarations de l'ancien eurodéputé allemand Markus Pieper, qui déclarait que la Commission finançait des ONG environnementales pour influencer les eurodéputés pour voter en faveur du pacte vert. Lors de la campagne des européennes de 2024, le PPE, avec son leader Manfred Weber, président du parti et président du groupe parlementaire, désireux de récupérer la colère des agriculteurs européens, n'a pas hésité à exprimer publiquement la volonté du parti de mettre fin au pacte vert. Jeudi 19 juin, le PPE a donc reçu le soutien des conservateurs et réformistes européens, le groupe où siègent les députés de Fratelli d'Italia et du PIS, mais aussi des Patriotes pour l'Europe, le groupe du RN et du Fidesz. Le vote permet donc de mettre en place un groupe informel relié à la commission du budget qui passera au crible les financements des ONG par la commission. Initialement, le PPE souhaitait uniquement traiter des financements dans le cadre du programme LIFE de la commission qui finance les projets environnementaux. Mais sous la pression des eurodéputés du centre et de la gauche, ils ont dû élargir le champ de l'enquête. Le centre et la gauche n'ont pas pu s'y opposer, puisque la droite et l'extrême droite, ensemble, disposent de la majorité absolue. Même si le groupe informel n'arrive pas à prouver que la Commission et les ONG environnementales sont de mèche, le but est d'abîmer la réputation de la société civile, dont le but est de contrebalancer les lobbies financiers et entrepreneuriaux en jetant le soupçon de connivence avec la Commission européenne au grand public. Un écran de fumée des parlementaires de droite et d'extrême droite pour justifier de leur positionnement pro-business. On espère de leur part la même transparence concernant leurs relations avec les lobbies de l'industrie, les lobbies financiers et de l'agriculture. Aussi, avec cette stratégie, même si le Parti des Patriotes pour l'Europe est toujours isolé à cause du cordon sanitaire et n'a aucune chance d'avoir des postes à responsabilité dans l'hémicycle pour le moment, la collaboration entre droite et extrême droite au niveau national a déjà démontré que la légitimation des partis d'extrême droite a contribué à leur conférer une légitimité et les a aidés à progresser. Ils pourront donc se targuer désormais d'avoir fait passer certaines législations au niveau européen. Passons désormais au Club des 27. Danemark, visite d'Emmanuel Macron au Groenland. Dimanche 15 juin, avant de se rendre à Kananaskis, dans la province de l'Alberta au Canada, pour le G7,
Le président français Emmanuel Macron a fait un crochet à Nuuk, capitale du Groenland, sur invitation de la première ministre danoise Mette Frederiksen et du premier ministre groenlandais Jens Frederik Nielsen. Une visite en guise de soutien européen à l'île de l'Arctique, territoire autonome du Danemark depuis 1979, et une première visite d'un chef d'État européen depuis les déclarations impérialistes de Donald Trump, qui est allé jusqu'à menacer le Groenland d'une intervention militaire pour l'annexer. Donald Trump Jr. était venu pour une opération séduction avec des influenceurs d'extrême droite. J.D. Vance avait prévu de rencontrer les autorités locales avec sa femme, mais aucun élu groenlandais ne souhaitait le rencontrer. En mai, les renseignements américains sont passés à une deuxième phase en tentant d'identifier des personnalités pro-États-Unis pour influencer le débat politique groenlandais. Le Groenland est un territoire stratégique pour les États-Unis. Ce n'est pas pour rien que l'armée américaine dispose d'une base militaire à Pituffik qui se situe sur le trajet le plus court que pourrait emprunter un missile russe pour toucher les États-Unis. Mais si l'administration Trump a vivement critiqué le manque d'investissement dans la sécurité du Groenland, c'est aussi parce que les États-Unis ont besoin de matières premières pour leurs industries, et notamment les terres rares dont dispose le Groenland. Aussi, avec la fonte des glaces, les appétits s'aiguisent pour exploiter les fonds sous-marins du Grand Nord. En se rendant au Groenland, Emmanuel Macron est venu annoncer sa volonté de mettre en place des exercices militaires conjoints avec les pays du sud de l'Arctique. Il est venu aussi pour rappeler l'intégrité territoriale des États et l'intangibilité des frontières. Seul le Groenland est maître de sa destinée. Il en a profité pour passer en revue les marins danois de la frégate Niels Juel. Deux bâtiments marins français ont longé les côtes groenlandaises pour se familiariser avec le contexte de l'Arctique. Côté commerce, le président français veut accélérer la mise en place du partenariat stratégique entre UE et Groenland signé en 2023 sur les terres rares qui doit permettre la mise en place de chaînes de valeur, c'est-à-dire d'approvisionnement. Et last but not least, la France veut relancer son analyse des écosystèmes locaux pour y mesurer les impacts du dérèglement climatique. Hongrie. Le maire de Budapest défie le gouvernement en organisant la marche des fiertés. Lundi 16 juin, le maire de Budapest, l'élu écologiste Gergely Karácsony, a annoncé que la mairie de Budapest allait organiser la Pride de Budapest. L'avantage que cela présente, la mairie n'a pas à déclarer un événement auprès des autorités et ne risque pas de se faire refuser la tenue d'un événement par une décision arbitraire des autorités. En tout cas, c'est le calcul du maire de Budapest. Jeudi 19 juin, la police a annoncé maintenir l'interdiction de la marche des fiertés en vertu de la loi votée en mars. Le gouvernement souhaite absolument que la Pride se tienne dans un lieu à l'abri du regard des enfants, alors que la Pride est justement le moment où la communauté LGBTQIA+, peut enfin se célébrer dans la rue sans prendre le risque de se faire agresser. Les élus européens mettent aussi tout leur poids dans la balance pour que le gouvernement hongrois change d'avis. Près de 70 eurodéputés, dont les chefs de groupe Valérie Ayé pour Renew et Terry Reinke pour les Verts ALE, seront de la partie. Et le plus surprenant, la commissaire à l'égalité, Adja Labib, devrait elle aussi être présente, malgré l'instruction du cabinet d'Ursula von der Leyen de ne pas s'y rendre. L'eurodéputée irlandaise Maria Walsh sera la seule représentante pour le PPE, malgré la consigne donnée à droite de ne pas s'y rendre. Côté hongrois, le principal opposant à Viktor Orban, Péter Majár, a demandé à son parti Tisza de ne pas se rendre à la Pride. Il sent que c'est un piège qui lui est tendu et que c'est un écran de fumée pour cacher tous les problèmes que Viktor Orban ne veut pas montrer. Il sait très bien que le Premier ministre joue son va-tout sur la soi-disant exemplarité morale. Tisza est encore 15 points devant le Fidesz, d'après les sondages. Côté UE,
La Commission est actuellement en train d'enquêter sur la conformité au droit européen de la loi sur la propagande LGBT et la CJUE doit rendre son avis sur la loi sur la restriction de diffusion des contenus LGBTQIA+. Espagne. La panne d'électricité générale du 28 avril est multifactorielle. Mardi 17 juin, la ministre de la Transition écologique espagnole, Sara Égesen, publiait le rapport sur la panne d'électricité totale en Espagne qui a eu lieu le 28 avril. D'après le rapport, la cause est multifactorielle entre dysfonctionnement du réseau, mauvaise prise de décision et réaction en chaîne qui a mené à la panne totale. Au mois d'avril, des changements de tension suspects ont été observés, mais le 28 avril, l'augmentation a été constante, entraînant une surtension et des réactions en chaîne. La surtension a fait disjoncter des sous-stations dans le sud du pays, à Grenade, Badajoz, Séville et Huelva. Le rapport pointe la responsabilité du gestionnaire d'électricité espagnol, Red Eléctrica España, et des opérateurs qui ont réagi à l'inverse de la loi et donc des procédures prévues pour protéger leurs installations. Red Eléctrica a aussi très mal anticipé la situation. En 5 secondes, tout le pays a sombré. Le rapport pointe du doigt aussi des défauts de programmation qui rendaient difficile la gestion de tels événements. Et même si la cyberattaque a été écartée, le rapport évoque des vulnérabilités et des carences qui pourraient être préjudiciables pour le réseau espagnol. Le gouvernement n'a pas opté pour le name and shame en anonymisant le nom des opérateurs qui ont fauté, mais attend d'eux qu'ils évitent de reproduire de tels événements à l'avenir. Roumanie, Ilie Boloyan, nouveau Premier ministre. Ancien maire d'Oradea, ancien président du Sénat, président intérimaire après la démission de Klaus Iohannis, Ilie Boloyan commence une nouvelle aventure au sommet de l'État roumain. Homme politique chevronné de 56 ans, Ilie Boloyan, nouveau chef du Parti national libéral, aura la lourde tâche de diriger le gouvernement dans une période tumultueuse où les Roumains ont montré des signes de dégagisme des partis traditionnels. Il va devoir tenter de renouer le lien de confiance entre les Roumains et sa classe politique, trop souvent taxée d'incompétence et de corruption. Une division nationale à laquelle s'ajoutent des finances d'État catastrophiques, le déficit crève le plafond avec 9,3% fin 2024. Il se dit prêt à affronter ces deux challenges. Au Sénat, il s'est fait le fer de lance de l'assainissement des finances du Sénat en licenciant 150 employés. Il serait susceptible de reproduire les coupes au sein des institutions roumaines. L'extrême droite a exprimé son opposition à cette nomination, mais il devrait vraisemblablement obtenir l'assentiment du PSD, du SR et des Maghiars démocrates de Roumanie. Reste que les négociations entre partis sont difficiles pour la répartition des portefeuilles. L'UDMR menace de ne pas siéger au gouvernement s'il n'obtient pas les portefeuilles qu'il souhaite. Les 4 partis disposent d'une large majorité avec 301 sièges, alors que la majorité est à 233. Les premières mesures fiscales devraient entrer en vigueur dès le 1er juillet, et les auditions des ministres par le Parlement devraient avoir lieu ce lundi 23 juin pour pouvoir procéder au vote de confiance du nouveau gouvernement dès le lendemain. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Royaume-Uni. Le gouvernement relance les enquêtes sur les grooming gangs. Trigger warning, viol et pédocriminalité. Les grooming gangs, c'étaient des gangs qui exploitaient sexuellement des jeunes filles précaires, la plupart placées dans des foyers d'aide sociale à l'enfance. Ces gangs ont sévi dans une dizaine de grandes métropoles anglaises de 1997 à 2013. Les autorités ont fermé les yeux de peur d'être taxées de racisme, la majorité des suspects étant d'origine pakistanaise. Au début des années 2010, le procureur général britannique n'était autre que Keir Starmer, l'actuel Premier ministre. C'est parce qu'il a été procureur à cette époque qu'Elon Musk, alors encore proche de Donald Trump en janvier, l'a pris pour cible. Il accusait Keir Starmer d'avoir laissé faire.
Lors de son passage en tant que procureur général, il a au contraire tenté de faciliter la prise de parole des victimes alors que les premières affaires commençaient à être élucidées. Après les facéties d'Elon Musk, Keir Starmer avait demandé un rapport du ministère de l'Intérieur et la réouverture d'enquêtes locales. Beaucoup de jeunes femmes n'ont pas parlé de crainte de ne pas être prises au sérieux. D'après le rapport, la police a classé les plaintes prématurément d'un bon millier de victimes et les autorités se sont reposées sur des informations incomplètes et des statistiques erronées. L'État aurait failli, lui aussi, en ne portant pas à la connaissance du public l'existence de tels réseaux criminels par peur d'attiser la haine raciale. La ministre de l'Intérieur actuelle, Yvette Cooper, a présenté des excuses aux victimes au nom de l'État. Dimanche 15 juin, elle a annoncé l'ouverture d'une enquête nationale visant à relancer les recherches et de découvrir d'éventuelles ramifications des réseaux encore présentes aujourd'hui. L'opération sera supervisée par l'Agence britannique de lutte contre le crime. Keir Starmer déclare que la réouverture des enquêtes au niveau national devrait permettre de rendre justice aux nombreuses victimes oubliées de ces affaires. Ce sont plus de 800 affaires qui pourraient être réouvertes. Encore vendredi, 7 hommes ont été condamnés dans les affaires de Rockdale, dans la banlieue du Grand Manchester, entre 2000 et 2006, la plupart étant des chauffeurs de taxi et des commerçants. Le rapport préconise des statistiques ethniques qui auraient pu permettre l'identification d'un phénomène socioculturel. Les affaires des grooming gangs pourraient aussi bien porter préjudice aux travaillistes qu'aux conservateurs. Les travaillistes étaient au pouvoir de 1997 à 2010 et la plupart des affaires se sont déroulées dans le mur rouge, le nom que l'on donne aux bastions travaillistes en Angleterre, la plupart dans les anciennes métropoles industrielles. Les conservateurs, eux, étaient au pouvoir entre 2010 et 2024, et même si leur actuel leader, Kemi Badenoch, se réjouit de la réouverture des enquêtes, pas sûr que les Tories en ressortent indemnes. Le grand gagnant devrait être, encore une fois, Reform UK. Royaume-Uni, l'avortement hors délai dépénalisé. Mardi 17 juin, la Chambre des communes s'est prononcée pour l'abolition de la pénalisation de l'avortement hors délai pour les mères. Les députés étaient 379 à voter pour et 137 contre. Le texte était soutenu par une cinquantaine d'organisations, dont le principal syndicat des médecins, les associations de défense des droits des femmes et les cliniques pratiquant les avortements. Les partis n'avaient donné aucune consigne de vote. Ce texte est né de l'expérience traumatisante qu'a vécue Nicola Packer, 45 ans, qui a eu recours à une IVG médicamenteuse en novembre 2020. Elle a pris les médicaments en pensant qu'elle était à 6 semaines de grossesse. En réalité, elle était à 26 semaines, c'est-à-dire 2 semaines après le délai légal. Elle a accouché d'un fœtus mort et a dû être hospitalisée d'urgence. Elle a été placée en garde à vue puis poursuivie après son passage à l'hôpital. Depuis 1861, la loi britannique dispose que l'avortement est interdit. En 1967, la loi sur l'avortement introduit des exceptions, comme un délai de 23 semaines et 6 jours pour procéder à un avortement et dans un cadre médical sous supervision d'un médecin. Passé ce délai, il est possible d'avorter seulement si la vie de la mère est en danger ou si l'enfant présente des risques de handicap lourd. Même si la nouvelle loi dépénalise l'avortement hors délai pour les mères, les aidants et les médecins sont encore susceptibles d'être poursuivis. La loi n'introduit toujours pas d'amendement pour faire de l'avortement un droit. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 25e semaine européenne de 2025. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn,
et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast. Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.